Salut à tous, bienvenue sur Santé Résilience. J'espère que vous allez bien. Oui, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'hygiénisme et de naturopathie. J'aimerais vous présenter un petit peu, essayer de vous présenter l'hygiénisme et la naturopathie, voir un petit peu quelles sont les différences dans l'approche, quelles sont les origines de l'hygiénisme, de la naturopathie aussi. Voilà, juste pour que vous puissiez être mieux informés, que vous puissiez comprendre davantage qu'est-ce que l'hygiénisme, puisque on connaît bien, on commence à bien connaître les gens, la plupart des gens commencent à connaître un peu ce que c'est que la naturopathie, même si c'est quand même un sujet qui est assez vaste, puisqu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais l'hygiénisme, personne ne le connaît en fait. Voilà, donc on va juste essayer de cartographier un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai posé le mot Hippocrate en haut, le nom d'Hippocrate en haut. Pourquoi? On va partir de ce point-là. Je pense qu'il y a un point important duquel on peut partir, qui peut nous aider à étayer le truc, en fait. En fait, Hippocrate, voilà, c'est à peu près dans les années 460 avant Jésus-Christ. Hippocrate était un médecin grec. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'Hippocrate aujourd'hui? C'est parce qu'il a influencé le milieu hygiéniste aujourd'hui, mais aussi la médecine conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui, puisque tout le monde connaît le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est les différents points qui sont affichés dans les cabinets des médecins conventionnels. Normalement, dans le code de déontologie d'un médecin, quand on sort de la fac de médecine, logiquement, on est censé respecter le serment d'Hippocrate. Donc, alors, Hippocrate, qui était un médecin grec, avait certains principes dans sa manière d'aborder la santé. On va parler des humeurs, la théorie des humeurs en fait. Les humeurs, les humeurs en fait sont comparées aux différents fluides corporels. On a le sang, on a la lymphe, et à l'époque on parlait beaucoup de la bile noire, de la bile jaune. Et en fait, ces fluides-là nous permettaient aux médecins de l'époque de pouvoir appréhender l'état de santé de la personne. Voilà, et ils mettaient ça en relation avec le tempérament de la personne. Où voilà, en découlent aussi certains profils types. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, il existe différents profils qu'on retrouve de manière systématique au niveau de l'être humain en règle générale, qui nous permet d'appréhender l'état de ses humeurs. En fait, il y a une relation entre le tempérament de la personne, son profil physiologique, la manière dont se développe son corps, plutôt maigre, plutôt à tendance prise de poids, etc. Voilà, sans trop rentrer dans le détail. Les humeurs sont comparées à ça et ça permet aux médecins de pouvoir apprécier l'état des fluides corporels. Et dans les fluides corporels, ce qui est important aussi, on parle beaucoup de la lymphe. On parle beaucoup du sang, mais pas de la lymphe. En fait, la lymphe, en gros, c'est un réseau de liquide, de fluide qui va récupérer une bonne partie des toxiques excrétés par les cellules après les avoir traités. Les cellules traitent, se nourrissent, rejettent des déchets, et ces déchets vont dans le milieu extracellulaire, notamment dans la lymphe. La lymphe, c'est un milieu qui est gorgé d'anticorps et qui est plutôt gras, plutôt gras pour en fait neutraliser, je dirais, et protéger les tissus de la corrosivité des toxiques, des acides et des toxines. Et ce réseau lymphatique est super important parce qu'il va emmener les toxines d'abord vers les ganglions lymphatiques, qui sont en gros des usines à traitement de déchets, comme chez nous des déchetteries en fait, où les éboueurs viennent chercher les ordures ménagères chez vous, ils les emmènent dans les déchetteries. Les déchetteries, en gros, c'est ça, c'est les ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques, c'est des réseaux de globules blancs qui viennent traiter encore une fois davantage les toxines avant de les envoyer vers les émonctoires. Donc les émonctoires, foie, rein, peau, poumon et intestin. Donc voilà pour les humeurs. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, l'énergie vitale, ça c'est un fondement aussi très important. L'énergie vitale, en gros, pour vous faire comprendre ce que c'est que l'énergie vitale, en médecine chinoise, on le compare, maintenant on le connaît bien, on le connaît sous le terme de Qi ou de Qi, d'où le Qigong, le Qigong. En fait, cette énergie vitale, je vais vous donner une image toute simple. Quand on imagine un spermatozoïde rentrer et pénétrer à l'intérieur de l'ovule pour la conception. Imaginez l'alchimie qui se crée à l'intérieur de ce processus-là pour donner la production de tissus, de cellules, de systèmes, d'organes pour fabriquer un être humain. En fait, tout ça pour vous dire que la cellule a sa volonté propre, elle a une volonté qui est dirigée,
elle a une volonté, cette volonté est dirigée, et en fait, cette cellule-là a une énergie que l'on ne contrôle pas. On n'a pas le contrôle là-dessus, on est incapable de la créer, cette énergie vitale, mais elle est là, elle est en nous, et on doit composer avec et pas contre, en fait. Et cette énergie vitale, elle est propre à tout le vivant. Elle fait partie de la pérennité du vivant en règle générale, de tous les éléments qui nous entourent. Voilà, donc au niveau de l'organisme et de la santé, sur le plan physiologique, l'énergie vitale, c'est ce qui permet à la cellule de rester toujours sur sa fonction, sur ses fonctions de base, qui sont se nourrir, se régénérer et éliminer, en fait. À notre insu. Cette énergie vitale, elle se fait à notre insu. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'intervenir. On aurait même besoin de la laisser un peu tranquille, voilà, pour qu'elle puisse faire son job correctement. L'hygiène de vie, encore un autre principe pour Hippocrate. C'est-à-dire qu'en gros, Hippocrate avait 2 principes fondamentaux dans l'hygiène de vie, c'est l'alimentation, le moins transformé possible, le plus sain possible, et l'exercice physique. Voilà. Donc, en gros, pour lui, ces 2 axes étaient prépondérants et lui permettaient de pouvoir aider les personnes, aider ses patients à rééquilibrer certaines choses. C'était beaucoup plus facile à l'époque, puisque les gens vivaient dans un environnement pas pollué comme le nôtre. Voilà, on pourrait rentrer dans le débat de oui, à l'époque il y avait beaucoup de maladies, tout ça. Alors déjà, on ne le sait pas, on n'y était pas. Et c'est pas ici qu'il y a eu un trou au niveau historique médical, c'est plus tard, c'est juste avant Pasteur, un peu avant Pasteur. Il y a eu à peu près un trou de 1000 ans, voilà, on n'a pas trop de données là-dessus. Oui, il y a eu toutes ces périodes de maladies et tout, mais voilà, l'histoire aussi veut nous faire croire certaines choses. Par ce biais-là, on va y revenir. Voilà, il ne faut pas croire qu'à cette époque-là, ils vivaient dans la peste et le choléra en permanence. Ça, on ne le sait pas, et je ne pense pas que c'était le cas. Bref, c'est mon point de vue, mais bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Donc voilà pour l'hygiène de vie. Un autre principe important pour Hippocrate, l'anamnèse. En fait, l'anamnèse, en gros, c'est aujourd'hui ce qu'on peut appeler le diagnostic chez le médecin. En fait, cette anamnèse était beaucoup plus poussée et en même temps plus globale à l'époque, puisque le point de vue était plus général. Et en fait, c'est un échange entre le patient et le thérapeute et le médecin qui permet au médecin de pouvoir cibler de manière précise, en prenant en compte beaucoup de choses dans l'environnement de la personne, de pouvoir cibler d'où viennent les déséquilibres, en fait. Et cette anamnèse, et ben en fait, quand on arrive en médecine conventionnelle, on la perd un peu, en fait. C'est plus une anamnèse globale et holistique. C'est une anamnèse qui devient symptomatologique. Voilà, on va y revenir. Donc voilà pour je dirais, les points principaux de l'école hippocratique, si je puis dire. Donc ça remonte à loin, hein. Donc ensuite, voilà, on passe par une période où on n'a pas trop de données sur ce qui s'est passé. Il y a des médecins qui commencent, voilà, après, au début premier siècle après Jésus-Christ, en fait, il y a de plus en plus de médecins, voilà, chez les Romains notamment, qui s'orientent vers la chimie, vers plus ou moins la symptomatologie, voilà. Mais de l'autre côté, on a ceux qui suivent les fondements hippocratiques. Et voilà, le temps va passer, on va s'atteler à cette période-là, à peu près 1850, milieu du 19e. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un tournant assez important à cette époque-là, où on a vu l'hygiène médicale et l'hygiène vitale se dissocier quelque part. En fait, on a Pasteur, voilà, qui était un chimiste physicien, Pasteur qui a beaucoup étudié les microbes, et en fait, Pasteur a fait une corrélation entre une pathologie qui se développe et le développement bactérien et microbien du milieu. Donc du coup, il en a conclu que les microbes se développent, donc il y a une pathologie qui apparaît, il y a une maladie qui apparaît. En fait, voilà ses conclusions. En gros, c'est le microbe qui cause le problème. Microbe ou bactérie, ce que vous voulez. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, du coup, il s'est axé sur le symptôme, en fait. Il s'est énormément axé sur le symptôme. Il y a une bactérie qui se développe, il y a des microbes qui se développent, donc du coup, ça crée un symptôme. Donc il va falloir aller traiter ces microbes et ces bactéries pour que le symptôme s'arrête. Voilà, en gros, c'est ça. La médecine pasteurienne, c'est basé là-dessus. Donc c'est à partir de ce moment-là, voilà, Pasteur a aussi fait le vaccin contre la rage, c'est à partir de ce moment-là que la médecine et les écoles de médecine
ont construit leur façon de voir le prisme de la même manière que Pasteur. Ils ont gardé, la médecine conventionnelle s'est construite autour de ce point de vue-là, où le microbe est la cause et l'origine des pathologies, du développement des pathologies. C'est important de comprendre ça. Donc en fait, Pasteur a pris un point de vue, et la médecine conventionnelle s'est accrochée à ce point de vue-là et est restée focus sur ce point de vue-là. Ils ont gardé le prisme avec un certain point de vue. Ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la médecine conventionnelle s'est dit, bon, ok, on a des symptômes, on a des développements bactériens, on a des levures, on a des champignons qui se développent, donc du coup, on va essayer de trouver des produits qui peuvent nous permettre d'assainir le terrain, en gros. D'assainir, ou en local, ou pas forcément en local, d'éliminer ces micro-organismes qui se développent et qui sont gênants et qui créent des symptômes. Donc du coup, c'est là que tout doucement, la production de produits chimiques et la création de laboratoires se sont créés. Et à partir de là, avec les années, les dizaines d'années, les siècles qui passent, tout doucement, on a, enfin les siècles, les centaines d'années qui passent, on a des laboratoires pharmaceutiques qui se créent, qui se développent, on a des chercheurs qui se mettent à chercher, à faire de la recherche, voilà, toujours en s'orientant vers cette symptomatologie. Donc voilà, là, on est vraiment sur l'école pasteurienne. Tac, voilà. Et à côté de ça, on a, à la même époque, Antoine Béchamp. Donc Antoine Béchamp qui est un pharmacien, pharmacien chimiste, si je me trompe pas. Ouais, il me semble. C'était un médecin. C'était un médecin. Béchamp était un médecin. Et en fait, à l'opposé, Béchamp, donc voilà, avait compris, hein, Béchamp avait bien compris ce qui se passait du côté de Pasteur, il avait tout à fait compris sa façon de voir les choses, mais sauf que lui, il a pris le prisme de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a simplement changé son point de vue, il a regardé la même situation en changeant son point de vue. C'est juste une histoire de point de vue en fait. Et il s'est dit, si je garde en compte, si je prends en compte et si je garde les fondements hippocratiques, qui étaient respectueux du vivant, qui étudiaient le vivant à l'origine, à la base de tout, Béchamp se rend compte que le développement des bactéries et des microbes ne sont pas une cause, mais sont une conséquence. Donc ça veut dire que les causes sont ailleurs. Donc en gros, Béchamp a approfondi les fondements d'Hippocrate, mais du coup on a même posé d'autres. Et c'est là qu'il a pu étudier et découvert la présence des microzymas. Alors je vous laisse le soin d'aller sur Internet. Sur les microzymas, il y a des infos. Pas beaucoup, mais on commence à en avoir qui sont très récentes, et notamment, je vous renvoie vers l'ouvrage de Brigitte Faux. Brigitte Faux, F-A-U, qui est une dame exceptionnelle, qui a fait un livre très très bien fait, très bien écrit, qui s'est plongé dans les recherches de Béchamp. Et du coup, voilà, on a fait quelques conclusions, elle a remis tout ça au clair. Son livre coûte 10 euros. Il y a plus de 100 pages. Donc franchement, si vous voulez découvrir un petit peu plus ce que c'est que la vraie médecine, les vraies recherches, alors, je dirais pas la vraie médecine, mais je dirais les vraies recherches sur les microzymas, l'origine des microzymas, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quel est le rapport avec l'énergie vitale, en gros l'intelligence cellulaire. Voilà, je vous laisse le soin d'aller voir Brigitte, son ouvrage. Voilà. Donc en gros, on est là, on est entre ces deux courants-là où en fait on connaît Pasteur aujourd'hui, mais on connaît pas Béchamp. Sauf que sur son lit de mort, Pasteur a conclu, et voilà, il y a eu pas mal d'infos, de données là-dessus, si on cherche un petit peu sur Internet. En gros, a compris, a dit, a avoué sur son lit de mort que Béchamp avait raison. Voilà. On va pas parler plus de ça. Mais voilà, Pasteur a fini par revenir sur sa décision. Bref, un système entier s'est construit autour de ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un système conventionnel où voilà, la médecine pasteurienne est à l'origine des soins aujourd'hui tels qu'on les connaît. Donc voilà, quand vous allez voir le médecin, vous avez un symptôme, vous avez un problème, vous allez voir le médecin vous oriente vers de l'allopathie, un médicament chimique qui est censé régler votre maladie. Sauf que ce médicament chimique va agir sur vos récepteurs physiologiques à l'intérieur du corps, les récepteurs, par de la chimie pure, et ne va pas régler la cause. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. On est sur de la symptomatologie, on est sur du traitement symptomatique.
Donc voilà, là on va passer un petit peu du côté hygiéniste, on continue le cheminement. En gros, voilà ce qui se passe. On a des hygiénistes, des médecins hygiénistes qui continuent leur travail en gardant les ouvrages, en travaillant sur les ouvrages d'Hippocrate et les fondements d'Hippocrate. Ils évoluent, la plupart ce sont des docteurs, hein. Ils font des écoles de médecine comme à l'époque il y avait, mais il y en a qui ont voulu développer un petit peu plus leurs recherches, qui ont été guidés et qui ont eu un instinct un peu différent. Et donc on en arrive tout doucement à l'époque 1895 où on a la création de la première école de naturopathie aux États-Unis, en sachant que on était dans une naturopathie qui était hygiéniste. Voilà. En fait, le terme naturopathie, les hygiénistes d'aujourd'hui sont pas forcément d'accord avec l'origine de ce terme-là, puisque naturo, c'est nature, pathie, c'est pathologie. Donc en fait, ce serait plutôt... en fait, il y a une discordance dans l'acceptation de ce terme. Ce terme a été créé aux États-Unis, et il y a beaucoup d'hygiénistes naturopathes qui ne sont pas forcément d'accord avec l'étymologie réelle. On pourrait lui donner plusieurs sens à ce terme. Vous pouvez aller voir sur Internet. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc en fait, Scheele, voilà, c'est celui qui a créé la première école de naturopathie en 1902 aux États-Unis, qui est une référence aux États-Unis. On a Shelton aussi, qui est une référence aux États-Unis. Voilà, donc là, à la base, ce sont des hygiénistes. Voilà, ils ont tous plus ou moins ces origines dans leurs principes fondamentaux, en fait, qui restent assez hippocratiques. Et tout doucement, ils vont approfondir davantage. Ensuite, en 1900, donc là, on va partir en France, on va essayer de rester un petit peu focus sur ce qui se passe vers chez nous. Dans les années 1900, on a pareil, on a des docteurs, des hygiénistes, donc Paul Carton qui était un docteur qui travaillait dans les hôpitaux de Paris. Euh, Paul Carton a été comment dire, très inspiré par aussi les fondements hippocratiques, puisqu'il a écrit des ouvrages pour travailler là-dessus. Il a fait des ouvrages là-dessus, et il n'était pas d'accord avec la médecine conventionnelle qui traitait que le symptôme. Donc, du coup, dans les hôpitaux, dans son travail, dans son approche, il a essayé de développer une approche beaucoup plus hygiéniste, enfin, complètement hygiéniste en fait. Il a été suivi par Ebert, un de ses disciples. Ensuite, on a Schlemmer, qui sont voilà, des noms connus aussi dans le domaine. Alors, on a Marcheseau. Marcheseau, c'est une référence en naturopathie en France. 1950, 60, 70. Et on peut retrouver des interviews de Marcheseau sur YouTube. Voilà, Marcheseau, c'est une grande personnalité qui est très connue dans le milieu naturopathique. Il a formé beaucoup de naturopathes hygiénistes. Et voilà, il a vraiment influencé la structure, ou la structuration, si je puis dire, de la naturopathie en France. Voilà. Donc là, voilà, on est dans les années 1960. Ensuite, on a Mosseri, qui est un Israélien syrien. Pareil, lui qui était voilà, pour une alimentation non transformée, avec pas mal de jeûnes, de repos digestif. Et on a Désiré Mérien qui est toujours de ce monde aujourd'hui, qui est toujours vivant. On retrouve aussi des interviews sur Internet. Voilà, il poste des vidéos. Voilà, c'est quelqu'un qui est en très bonne santé. C'est une personne exceptionnelle. Voilà, donc il y en a plein que je n'ai pas cités, je ne peux pas citer tout le monde, mais il y en a énormément. Des hygiénistes naturopathes aujourd'hui, il y en a énormément. Donc à la base, on disait hygiéniste à la base. Mais depuis que ce terme a été créé, on dit hygiéniste naturopathe. Voilà. Donc, voilà pour ça. On va continuer et on va essayer maintenant d'éclaircir un petit peu plus la différence entre l'hygiénisme et la naturopathie. Alors, on va commencer par la naturopathie. En fait, avec cette création de terme naturopathie qui a été mis en place aux États-Unis, en fait, aux États-Unis, en fait, ils ont une faculté de lier, ils ont une unité qui est beaucoup plus solide en fait qu'en France. En fait, la naturopathie a commencé à rassembler pas mal de techniques aux États-Unis. Et en fait, dans ces techniques-là, on a 3 piliers principaux où on va agir déjà. On va agir sur l'alimentation, on va agir sur la gestion du stress et on va agir sur l'exercice physique. Donc en fait, on en revient un petit peu aux origines des origines. Mais la naturopathie s'est armée de beaucoup plus d'outils pour pouvoir répondre à davantage de problématiques.
puisque plus on avance dans le temps, plus on a des problématiques. Donc aujourd'hui, en gros, je dirais que les techniques, faut pas le prendre mal ce que je dis, pas du tout, hein, c'est juste un constat. En gros, les techniques qu'on est en train de rajouter en naturopathie, qu'on a ajoutées, elles sont faites pour répondre, pour moi, à une accumulation de problématiques qu'on rencontre dans l'avancement dans notre société moderne. Donc en gros, on est en train de trouver des solutions pour déprogrammer ce qu'on a programmé et qui nous détruit aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. En tout cas, je me suis bien comprise. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas besoin de l'arsenal qu'on a aujourd'hui en naturopathie. En fait, en naturopathie, les techniques dont je vous parle, complémentaires, euh, on a tout ce qui est aromathérapie, on a tout ce qui est phytothérapie, on a la gémothérapie. En fait, la phytothérapie englobe l'utilisation des plantes sous toutes leurs formes. Et la phytothérapie constitue un bagage énorme, je dirais un temps d'études énorme en école de naturopathie. Donc voilà, on a tout ce qui est huiles essentielles, les tisanes, les teintures mères, les solutions hydroalcooliques, on a les extraits secs de plantes, on a la gémothérapie, donc les bourgeons. Voilà, en fait, la phytothérapie fait partie des outils de l'arsenal du naturopathe. Ensuite, on a tout ce qui est hydrologie, donc c'est l'utilisation des eaux, le sauna, le hammam, tout ce qui est en rapport à l'eau, la thalasso, l'hydrothérapie du côlon, etc. Ensuite, on a les techniques respiratoires, on a la sophrologie, on a le bol jacquier, on a la ionisation aussi. Ensuite, on a les techniques manuelles, les massages ayurvédiques, californiens, tout ça. Ensuite, on a la réflexologie plantaire ou auriculaire, on a la sympathicologie, on a les techniques vibratoires et les techniques énergétiques, où on va utiliser plutôt le magnétisme. En vibratoire, ce sera plutôt du rayonnement solaire, des choses comme ça. Donc en fait, le naturopathe est plutôt quelqu'un plutôt un technicien, je dirais, si je puis dire. J'ai pas d'autres mots, hein. Un technicien qui va avoir un arsenal d'outils pour guider, un arsenal d'outils qu'il peut proposer en fonction de la problématique, en fonction de son point de vue à lui. Alors oui, en fonction de ce qu'il a appris, mais aussi en fonction de son vécu et en fonction de sa personnalité, de ce qu'il ressent en fait. Voilà. Donc voilà. En naturopathie aussi, on va quand même avoir tous ces principes qu'on a vus tout à l'heure pour la médecine hippocratique. Et voilà, en gros, dans les principes, on a le principe du vitalisme, hein, l'énergie vitale, on a le principe de l'humorisme, des humeurs, on a le principe de l'hygiénisme, hygiène de vie, et on a le principe du holisme. Et en fait, le holisme, étymologiquement, c'est euh, j'ai perdu mon mot, pardon, le holisme holistique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Petit trou de mémoire. Tout ce qui est holistique, en fait, ça fait référence. En gros, le holisme, c'est ce qui va définir la naturopathie dans son ensemble, de manière principale. Le holisme fait référence à l'environnement global de la personne, et c'est là que tous les outils, toutes les techniques dont je viens de vous énumérer vont pouvoir être utilisées. Voilà. Donc voilà pour la naturopathie. Donc en fait, la naturopathie a structuré davantage. En gros, c'est ça. L'hygiénisme, alors l'hygiénisme va pas forcément utiliser les techniques qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que l'hygiénisme va plutôt tenter de retirer les causes qui ont créé les déséquilibres, qui vont pouvoir permettre à l'énergie vitale de la personne de pouvoir se renforcer et tout doucement de voir les cellules retrouver un fonctionnement correct et les symptômes disparaître. En gros, c'est ça. Je vais vous expliquer davantage. Un principe fondamental en hygiénisme, c'est ce qu'on appelle la toxémie. Donc, en gros, la toxémie, c'est la charge toxique ou l'encrassement toxique. Voilà. On peut le voir, on peut l'appeler différemment. Cette toxémie, cette charge toxique, va avoir deux origines. La première, ça va être une origine endogène. En fait, en gros, sans trop rentrer dans les détails, la cellule, pour remplir ses fonctions, qu'on a vu tout à l'heure, a besoin de nourriture, a besoin d'oxygène. On va manger, on va boire, on va respirer, tout ça. La cellule va faire son job et elle va générer des déchets dits métaboliques. Ces déchets métaboliques, elle va les rejeter dans le milieu cellulaire, dans le milieu extracellulaire, elle va le rejeter à l'extérieur.
cette toxémie, ces charges toxiques que le corps est censé éliminer, le réseau sanguin et lymphatique va emmener ces déchets-là vers les émonctoires et vers les ganglions lymphatiques, puis vers les émonctoires. On a vu les intestins, les reins, le foie, la peau, les poumons. Voilà, sans trop rentrer dans le détail. Donc, ces toxiques sont censés être véhiculés vers l'extérieur, sans quoi la cellule ne peut pas faire son travail et ne peut pas fonctionner correctement. Jusque-là, tout le monde est d'accord, ça paraît logique. C'est comme si vous remplissiez vos poubelles chez vous, elles débordent, elles débordent, elles débordent, il y a un moment, il faut les sortir. Et ben voilà ce que fait la cellule. La cellule, elle fout tout le monde dehors. Et ensuite, les émonctoires, c'est en gros, c'est la déchetterie. En gros, c'est ça. Donc il faut un transporteur entre les deux. Donc les éboueurs, en gros, ça va être le réseau lymphatique et sanguin, si je puis dire. Donc voilà, les toxines endogènes sont les toxines générées intrinsèquement à l'intérieur du corps par la cellule elle-même, par son fonctionnement basal, son fonctionnement de base. Ensuite, on va voir les toxines exogènes. Les toxines exogènes, c'est toutes les toxines, les toxiques qui n'ont rien à faire dans le corps avec, je dirais, un mode de vie normal, si je puis dire. Aujourd'hui, on est exposé à la pollution de manière exponentielle, si je peux le dire, de manière énorme, mais aussi exponentielle. C'est-à-dire que là, en 20 ans, on a vraiment augmenté la pollution à tous les niveaux. L'eau, la nourriture, l'air, tout quoi. Du coup, on se retrouve à ingérer des polluants qui n'ont rien à faire dans notre organisme. Je pense au tabac, je pense à l'alcool, je pense à tous les perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, il y a des ouvrages aussi qui sont faits là-dessus qui sont excellents. C'est tout ce qu'on met dans les crèmes, c'est tout ce qu'on met dans les produits cosmétiques, c'est tout ce qu'on met dans la nourriture. En fait, ce sont des éléments qui sont vraiment microscopiques et qui, à force de venir à l'intérieur de votre corps, vont venir perturber le fonctionnement de vos glandes hormonales. En fait, les glandes endocrines, ce sont les glandes qui produisent des hormones. Donc on a les ovaires, on a la thyroïde, on a les surrénales, l'hypothalamus, etc. Les perturbateurs endocriniens viennent perturber le fonctionnement et polluer le fonctionnement cellulaire de ces glandes. Très important. Et c'est là qu'on a des problèmes après derrière, mais pas forcément hormonal, ça va pas être direct en fait. On va simplement augmenter la charge toxique. Donc voilà, on a les pesticides, les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'on a? Alors on a aussi les toxines produites par les mauvaises associations alimentaires. On va pas trop rentrer en détail là-dessus, mais quand on a des mauvaises associations alimentaires au cours d'un repas, sur le long terme, on va se retrouver avec des charges toxiques qui sont produites par réaction chimique, que le corps parfois, avec le temps, n'arrive plus à gérer. Donc en fait, voilà, on augmente la charge en fait. Donc ça, c'est un principe fondamental. La toxémie. Le but de l'hygiénisme, ça va être de réduire cette toxémie en fait, de l'hygiéniste. En fait, donc voilà pour ça. Ensuite, on a l'état d'énervation. L'état d'énervation, en gros, dans énervation, il y a la base nerve en anglais, énervation. C'est pas être énervé, en fait, l'état d'énervation fait référence à l'état nerveux de la personne. Tout le monde sait ce que ça veut dire qu'être épuisé, être fatigué. Et bien, en fait, sans rentrer dans le détail encore une fois, le système nerveux est à la base même du fonctionnement cellulaire et du fonctionnement de tous les systèmes du corps. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez un système digestif, l'estomac, l'intestin, le pancréas, la vésicule, chacun a un rôle. À partir du moment où on mange, chacun va avoir son rôle. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel organe va avoir une bonne capacité de digestion, ou alors une capacité réduite au niveau digestif, dans la production enzymatique, toutes ces choses-là? C'est l'énergie nerveuse en fait. Donc là, je fais référence au système digestif, mais c'est pas le seul. On a le système hormonal, on en a plein. Système éliminatif aussi. Donc en fait, l'énergie nerveuse de la personne, son état d'énervation, va être déterminant par rapport à l'apparition de symptômes ou non. Donc en fait, quand on travaille sur ces deux principes-là, ce qu'on fait en hygiénisme, on va pouvoir aider la personne à faire en sorte que sa capacité vitale remonte. Donc en gros, que les symptômes diminuent. Voilà. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister, c'est que quand ces deux
notion se dégrade, on a une toxémie qui augmente, on a un état d'énervation qui augmente, donc une fatigue, un épuisement nerveux qui augmente, et bien en fait on va passer par les étapes de l'avancement dans les maladies. C'est-à-dire qu'au début, alors ça j'en parle un peu plus sur mon site internet, il faudrait que je fasse une vidéo. Je vais mettre en ligne une vidéo beaucoup plus axée là-dessus, que vous puissiez comprendre davantage comment ces maladies elles apparaissent. Et je fais des conférences, dans mes conférences, je parle vraiment et j'appuie là-dessus parce que les gens n'ont pas du tout cette conscience, parce que la médecine conventionnelle ne nous éduque pas du tout à ça. C'est super important, c'est-à-dire quand on est jeune, on va être plutôt sur des maladies aiguës. Et avec le temps, on va avoir un état d'énervation qui augmente, on va avoir un état d'épuisement qui augmente. La manière dont on répond aux phases aiguës aussi est super importante. Et tout doucement, on va tomber dans la chronicité pour voir des maladies chroniques apparaître. Voilà. Et on augmente encore la toxémie, et on augmente encore l'état d'énervation, et on va tomber dans ce qu'on appelle l'état dégénératif. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de l'état cellulaire, du fonctionnement physiologique du corps, lorsque la toxémie augmente et que l'état d'énervation augmente. Et à partir du moment où on arrive à rester en équilibre entre les deux, sur le long terme, on est censé rester dans des phases dites aiguës. La santé ne veut pas dire absence de symptômes. Bon, ça c'est autre chose aussi, on va pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Ouais, faut que je mette en lien, faut que je mette en lien une vidéo là-dessus. Ensuite, un autre principe qui est la répartition énergétique. Super important. Répartition vitale ou énergétique. Imaginez votre corps, à partir du moment où vous fermez les yeux le soir, pardon, vous fermez les yeux le soir, vous passez en mode sommeil. Là, le corps passe en mode recyclage, élimination. En fait, le corps travaille à l'intérieur. Quand vous ouvrez les yeux le matin, vous passez en mode relation vers l'extérieur. Vous ouvrez vos yeux, vous êtes en stimulation vers l'extérieur. Vous avez des choses à faire, vous vous activez. Même si vous êtes dans votre lit en train de lire, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train d'avoir une stimulation mentale. Bon, bref. Tout ce que vous donnez vers l'extérieur, à partir du moment où vous ouvrez les yeux le matin, vous êtes dans les fonctions dites de relation. Voilà, donc ça demande une dépense énergétique, ça demande de l'énergie. Ok. Vos activités professionnelles, votre vie de famille, vous allez faire les courses, vous allez faire du sport, vous êtes au téléphone, vous êtes en train de travailler sur l'ordinateur, voilà, tout ce que vous faites dans votre vie au quotidien font partie des fonctions de relation et vous demandent de l'énergie. Demandez une certaine énergie à votre organisme. Vous allez fournir de l'énergie pour ça. À côté de ça, on a les fonctions de nutrition. Donc en fait, tout ce qui est fonction de nutrition, on va faire référence à tout ce qui est involontaire, tout ce qui se passe à l'intérieur que l'on ne contrôle pas, qui se fait malgré nous. Donc ça appartient à l'inconscient. Là, on est dans le conscient, là, on est dans l'inconscient. Et en fait, tout l'inconscient, c'est tout ce qui est digestion, respiration, circulation, tout ça, élimination, nettoyage, recyclage cellulaire. Tout ça, on ne le contrôle pas. Il se fait à notre insu. La question, c'est, est-ce que l'un ne vient pas défavoriser l'autre? En gros, est-ce que par hasard, vous ne seriez pas en train de fournir trop d'énergie de ce côté-là? Du coup, le corps coupe les vannes sur certaines fonctions de ce côté-là, parce qu'il n'a pas assez d'énergie. En gros, c'est ça. C'est un principe fondamental. Et en fait, dans l'hygiénisme, on va essayer d'orienter la personne pour que le corps puisse avoir davantage d'énergie pour passer en mode détox, réparation, et on fait remonter l'énergie nerveuse. Parce que si vous êtes toujours en train de tirer sur la corde, on voit ce qui se passe dans le burn-out, en fait, par exemple. Plus en plus de gens qui font des dépressions et des burn-out, c'est que la personne va tirer sur la corde, elle tire, avec un état d'encrassement qui augmente et un état d'énervation, pouf, qui monte en flèche. Donc là, du coup, on se retrouve avec des fonctions de relation qui sont excessives, et le corps n'a plus du tout les capacités, ou du moins le corps n'a plus du tout suffisamment d'énergie pour faire ce qu'il a à faire dans ses fonctions de nutrition. Et en fait, on dépend de ça. En fait, les fonctions de nutrition vont dépendre de ce que vous mettez en énergie dans vos fonctions de relation, mais vos fonctions de relation, à un moment donné,
elles vont dépendre aussi des fonctions de nutrition, c'est-à-dire que les deux sont complètement imbriqués en fait. Donc voilà, sans trop rentrer dans le détail. Et en gros, le bilan vital qui est fait lors des consultations, que moi je mets en place, ça fait partie de ma première consultation, c'est pour moi une base de travail indispensable. Elle va me permettre de faire un état des lieux de tout ça, de pouvoir cibler exactement, de pouvoir donner un aperçu, un état des lieux de l'état du terrain de la personne. Voilà, en gros c'est ça. Et en fonction de ce qu'on obtient comme résultat, on va pouvoir essayer de tirer sur les bonnes ficelles progressivement. C'est pour ça qu'il faut mettre en place un suivi derrière. Progressivement pour que la personne puisse tout doucement voir son état d'énervation rebaisser, enfin avoir un meilleur état vital, nerveux si je puis dire, et tout doucement on va faire baisser la toxine. Et qu'est-ce qui va se passer tout doucement? Le corps va retrouver de la vitalité, va avoir plus de temps et d'espace pour les fonctions de nutrition, et puis progressivement, voilà, on pourra augmenter aussi les fonctions de relation. Si vous voulez augmenter votre activité physique, par exemple, faire plus de choses, voilà. Pendant un certain temps, au début, il faudra faire un rééquilibrage dans tout ça. Alors, la nutrition en fait partie, hein, puisque par la nutrition, qu'on peut utiliser comme un outil, on peut améliorer ces fonctions-là, tout à fait. Et du coup, ces fonctions-là aussi. Donc voilà, en gros, c'est ça. L'hygiénisme, en gros, c'est ça, c'est permettre par des, je dirais, des principes de base, permettre au corps de pouvoir retrouver de la vitalité et avoir une meilleure énergie nerveuse pour que les fonctions de base au niveau cellulaire puissent se faire et que les émonctoires puissent travailler correctement, puisqu'une cellule, elle a besoin, comme je l'ai dit au début, une cellule pour fonctionner, elle a besoin avant tout de pouvoir éliminer ses déchets. Si elle est asphyxiée, qu'elle croule sous les déchets, elle s'asphyxie, et qu'est-ce qui se passe? Sur le long terme, elle tombe dans la chronicité, puis elle finit par dégénérer. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est dégénératif, on est vraiment sur un stade très très avancé dans ces deux domaines-là. Donc forcément, ça prend plus de temps pour faire machine arrière, mais tout est possible, puisque le corps a toujours ça en fait. Le corps a toujours ça, cette énergie vitale, cette volonté propre, la cellule a toujours cette volonté propre d'aller vers son fonctionnement pour pouvoir se pérenniser elle-même en fait. Donc il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. La seule impasse que vous pourrez trouver, c'est de rester là-dedans. C'est de rester à penser que le microbe est la cause de tout. Voilà. Là, vous risquez de rester dans l'impasse. Mais si vous ouvrez un petit peu, que vous changez votre point de vue, vous allez de l'autre côté du prisme, vous tournez, vous changez le prisme, voilà, il faut juste changer de point de vue en fait. Si vous acceptez certains principes, si vous changez le paradigme, comme l'a fait Béchamp, bah, en fait, on a beaucoup plus de solutions et on a beaucoup plus de ficelles sur lesquelles tirer. Voilà. Bon, et ben là, on a fait le tour de beaucoup de choses. Je suis contente parce que j'ai essayé de rester structurée. C'est un de mes points forts. Bon voilà, par contre, vous comprenez que je peux pas faire ça en 10 minutes, c'est pas possible. Je peux pas vous expliquer en 10 minutes tout ça. Pour moi, c'est important qu'il y ait un cheminement et qu'on puisse partir d'un point de repère de base pour que vous puissiez, pour qu'il y ait du sens en fait. Voilà, moi je voulais que cette vidéo ait du sens. Et même si vous avez passé 30 minutes devant la vidéo, ben, au pire vous le faites en 2 fois, hein. Mais bon, voilà, c'est pour la santé, c'est pour votre santé, c'est pour vous que je le fais, et c'est pour vous que vous le faites aussi. Voilà, bon bah sur ces mots sympathiques, je vous souhaite à tous une bonne régénération. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire davantage, ou peut-être faire moins, ça dépend de quel point de vue du prisme on se place, de faire mieux du moins pour votre santé quoi, et celle de vos enfants. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, et j'espère qu'on se reverra sur une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires s'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde plus particulièrement. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Prenez soin de vous.